La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast de la Fondation April. Chaque mois, nous rencontrons une personnalité dont le témoignage vient nous éclairer, nous apporter un autre regard sur la prévention et la promotion santé, notamment grâce aux sciences comportementales. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Olivier Fan. Professeur, bonjour. Bonjour. Olivier Fan, vous êtes pédopsychiatre, addictologue et docteur en neurosciences. Vous exercez vos fonctions à la Fondation pour la santé des étudiants de France et à la consultation jeunes consommateurs. Vous êtes également chercheur clinicien à l'INSERM et à l'Université de Paris-Saclay. Tout d'abord, professeur Fan, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les deux structures pour lesquelles vous travaillez, la Fondation pour la santé des étudiants de France et puis la consultation jeunes consommateurs de la Croix-Rouge française? L'ensemble des structures travaillent pour le même objet, qui sont les conduites addictives à l'adolescence. Donc, parmi ce service, il y a plusieurs unités. Une unité d'hospitalisation, qui est à la Fondation Santé des étudiants de France. Une unité de consultation, à la consultation jeunes consommateurs. Et nous faisons aussi de la recherche et de l'enseignement, le tout sur conduite addictive à l'adolescence. Et alors, comment, par exemple, on peut, si on a des soucis d'addiction, être admis dans un des établissements de la Fondation ou aller à la consultation? Les deux sont publics. L'un géré par la Croix-Rouge, l'autre par la Fondation Santé des étudiants de France, mais c'est mission de service public, donc c'est entièrement gratuit. L'une se trouve à Paris, il faut aller consulter sur Consultation jeunes consommateurs. Il en existe 400 en France, dont une à Paris. On peut citer le site de la mission intermédiaire de lutte contre la drogue et les conduites addictives, mais c'est disponible sur le net. Quant à l'hospitalisation, il faut passer par Fondation Santé des étudiants de France. Il y a une vingtaine d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire national et c'est accessible aussi par le web. L'un, c'est les hospitalisations, l'autre, le service de consultation. D'accord, merci. Alors, professeur, peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une addiction ? Oui. Alors, l'addiction par rapport... il y a deux types d'addiction chez les adolescents. L'addiction aux produits et puis les addictions dites comportementales. Et classiquement, c'est un comportement ou une consommation qui, au départ... provoque un certain plaisir. On ne consomme pas les drogues parce que ça fait du mal. C'est après, c'est pour se faire plaisir. Pareil pour tout ce qui est écran, jeux vidéo. Mais après, les choses peuvent se retourner contre la personne avec une perte de contrôle ou la consommation ou de l'activité, une fréquence qui devient beaucoup plus importante et puis évidemment des conséquences. Alors je précise d'emblée qu'il y a la zone du cerveau qui est impliquée, c'est le circuit de la récompense, c'est-à-dire une manière de bien se sentir. C'est une aire qui permet aux mammifères supérieurs que nous sommes de fuir les endroits désagréables pour aller aux endroits agréables. Quand on parle de plaisir, plaisir de la drogue, plaisir de certains jeux, on les différencie du plaisir du sport, du plaisir de la musique. Puis il y en a un, c'est un peu un circuit rapide et l'autre, c'est un circuit lent avec apprentissage. Ce qui crée un peu l'addiction, c'est ce qui stimule de façon rapide sans passer par la voie des sens et qui ensuite nécessite de reproduire le schéma sans aucun, évidemment, enrichissement.
Si vous êtes accro à la musique, au fur et à mesure que vous jouez, vous allez acquérir des choses. L'accro aux drogues n'acquiert pas grand-chose puisque ça ne passe pas par l'adolescence, c'est directement et c'est là le mécanisme de l'addiction. Oui, il faut parler plaisir, mais il y a plaisir et plaisir. Il y a plaisir qui nécessite un apprentissage et qui sera enrichissant et un plaisir qui ne fera qu'appauvrir la personne. La passion protège de l'addiction. Et alors, est-ce qu'il y a des addictions qui ont une plus forte prévalence que d'autres chez les jeunes? Enfin, c'est quoi la hiérarchie, si on peut Oui, dire, chez la hiérarchie. Alors, addictions? c'est vrai que le produit quand même le plus consommé chez l'adolescent reste l'alcool. N'oublions pas que l'alcool est un des produits qui cause le plus grande mortalité en France. Avec certes une diminution chez les jeunes de la consommation régulière, mais une augmentation de ce qu'on appelle le binge drinking. En anglais, c'est drink to get drunk, c'est-à-dire qu'on va pas chercher, on va chercher l'ivresse avec des produits extrêmement concentrés, des alcools plutôt issus de la distillation que de la fermentation, dans un objectif de défonce. Viennent ensuite tabac, cannabis, cannabis certes en diminution, mais encore présent chez les adolescents, et puis des nouveaux types de produits. Alors certes, marginaux en termes de consommation, c'est moins de 1% à 17 ans, mais qui font quand même pas mal de ravages parce qu'ils sont extrêmement puissants. C'est ce qu'on appelle toutes les drogues de synthèse, etc. C'est ça. Alors les drogues de synthèse, c'est qui ne sont pas issues d'un produit naturel. Mais par exemple, si on prend la cocaïne, c'est certes naturel, puisque c'est issu de l'érythroxylum coca, néanmoins dangereux. Alors les nouveaux produits de synthèse, c'est les nouveaux cannabinoïdes, les nouveaux psychostimulants qui effectivement peuvent faire des ravages, surtout à cet âge de la vie. Et puis vous avez toutes les addictions comportementales. Deux sont reconnus, le jeu de hasard et d'argent et le jeu vidéo en ligne, alors qui est certes peu fréquent, mais vu que tout le monde joue, ça donne des fréquences qui sont estimées à 3 à 5% des joueurs, mais tout le monde joue. Donc évidemment, c'est quelque chose qui, les écrans, qui évidemment inquiète, vu la masse des consommateurs. Arrivé au collège, la quasi-totalité des adolescents ont un smartphone, avec derrière des entreprises dont l'objectif reste quand même la rentabilité. Et du coup, c'est ça les grandes évolutions qu'on voit en matière d'addiction? C'est ça, les grandes évolutions, oui. C'est-à-dire au niveau produit, ça change un peu, mais c'est un peu ça diminue. Mais les écrans ont tendance à augmenter vu la fréquence, vu les nouveaux produits et vu l'expansion des écrans. On avait fait une étude en Île-de-France sur les familles et on avait trouvé que le nombre d'écrans par foyer était à 11. Par quand même. foyer. Effectivement. Si on compte les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les télés, les vidéoprojecteurs, plus les autres écrans, ça fait beaucoup. Mais encore une fois, loin de moi l'idée de diaboliser les écrans, c'est ce qu'on y fait plutôt que l'écran lui-même. L'écran, c'est le vecteur. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, rentrer un peu dans le détail des différents mécanismes psychologiques, neurobiologiques qui se mettent à l'œuvre ou qui entrent en œuvre quand une addiction se déclare ou arrive? Alors, encore une fois, il y a addiction produit et puis les addictions comportementales. Sur les addictions comportementales, on a ce même mécanisme qui est produire de la satisfaction et on s'oriente notamment sur les questions des jeux vidéo, sur comment le jeu peut aider et peut faciliter l'amélioration de l'estime de soi
je dirais, agissant sur certaines parties du cerveau qui vont provoquer cette satisfaction. On sait que chez l'Homo sapiens, la compétition est quelque chose qui accroche. Prenez les émissions culinaires. Avant, c'était donner des recettes. Bon, ça intéressait, mais on a fait de la compétition. Et tout de suite, ça intéressait des gens, quand bien même la compétition en termes culinaires peut poser question sur le fond. C'est quoi le meilleur plat? Ça dépend des goûts. Donc, tout ce qui est compétition va attirer la personne. La récompense, c'est le principe des jeux de hasard et d'argent. La découverte, se mesurer à d'autres. Tous ces mécanismes vont concourir à provoquer cette satisfaction chez les personnes, d'autant plus qu'elles sont fragiles. Le modèle de l'addiction aux écrans, c'est ce qui va être dangereux, c'est pas le temps de jeu en lui-même, mais plutôt les motivations qui poussent le joueur. Donc, les dernières recherches ont montré que ce qui pose problème, c'est plutôt les motivations qui poussent à jouer plutôt que le temps de jeu en lui-même. C'est pas pareil de jouer pour se détendre et jouer pour calmer une estime de soi qui a été basse. À nos consultations et en hospitalisation, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui ont des difficultés familiales, qui commencent à avoir des mauvais résultats scolaires, qui donc ont une certaine frustration par rapport à ça et qui trouvent le jeu un moyen de gagner, d'être reconnu dans le jeu et de combler justement cette estime d'eux qui est basse. Alors après, le piège se referme sur eux puisque l'écran devenant la seule piste pour améliorer son image, elle devient un peu comme un précieux dont on peut se passer. C'est en moins de mesure, un peu la même chose pour les produits. Si on est en bonne santé, avec une famille aidante, on peut avoir plaisir à une ivresse et puis en rester là. Le jeune qui est en grande difficulté découvre qu'en état d'ivresse, il oublie tous ses problèmes et qui peut même se sentir bien, le devenir sera évidemment pas le même. N'oubliez pas qu'à l'adolescence notamment, l'addiction c'est un produit, un comportement, mais sur une personnalité fragile, dans un environnement peu protecteur. Et alors, si maintenant on zoome peut-être davantage sur les addictions aux jeux vidéo, oui. J'ai en tête, moi, le chiffre d'un adolescent sur 8. Je ne sais pas si c'est... voilà. C'est quoi la différence entre, finalement, un usage excessif et un trouble addictif ? Je pense que la première raison de consultation chez nous, ce sont les parents par rapport à deux choses. Soit une chute du rendement scolaire, soit une atmosphère familiale qui devient irrespirable. L'action principale des écrans et des jeux, c'est sur le temps. Passer 2 heures sur un jeu, c'est comme si on passait 10 minutes. La notion du temps n'est pas la même. Et le temps de l'adolescent doit être réparti entre les temps scolaires, les temps familiaux et les temps de loisirs. Et j'ajouterais que sur les temps de loisirs, il y a aussi les détentes avec apprentissage. Je parle du sport, de la musique, de la littérature et autres. C'est ça. Et en général, quand survient ce jeu qui est au départ excessif, puis qui peut devenir addictif, c'est quand le jeu empiète sur les autres activités. Un jeu doit rester un jeu. Si c'est un moyen de pallier à la mauvaise ambiance familiale, si c'est un moyen de pallier à des résultats scolaires peu satisfaisants, si c'est un moyen de pallier à un manque d'amis, c'est à partir de là qu'on considère que c'est problématique parce qu'il vient remplir une fonction qu'il ne doit pas avoir. Oui, qui n'est pas sa fonction première en fait. Exactement. Ouais. Le jeu doit rester un jeu.
Et alors, c'est quoi les conséquences d'une pratique excessive ou d'un trouble addictif Alors, là aussi, qui dit addiction dit impossibilité de garder le contrôle dessus. Ce que nous disent les parents, c'est qu'à partir d'un moment ou d'un certain moment, ils ne peuvent plus stopper le processus. Au risque de déclencher des telles crises d'agressivité, de mise en danger. Et on a des témoignages vraiment très très forts que les parents disent « mais non, on est obligé de céder ». Quand on peut encore arrêter le système, c'est qu'on n'est pas complètement dans la conduite addictive. Alors, les conséquences, c'est bien évidemment la scolarité, et la scolarité dans le sens où les plus graves abandonnent la scolarité. Voire, moi, ce que je trouve le pire, ont l'impression qu'à travers le jeu vidéo, ils vont trouver un moyen de subvenir à leurs besoins, ce qui est totalement illusoire. Ceux qui arrivent à travailler dans le jeu, c'est qu'ils savent faire autre chose que jouer. Alors évidemment, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du jeu jouent, mais comme tout le monde joue, c'est pas un critère discriminant. Je crois qu'il y a, je dirais, le parcours et le devenir de l'adolescent qui en est altéré. Les relations familiales, c'est au moment de l'adolescence que ces liens familiaux doivent au contraire être de bonne qualité. Ce que je dis toujours à mes adolescents qui disent « mais voilà, pourquoi avoir de bonnes relations quand on va partir ?» J'ai dit « mais si vous partez fâché, après c'est 10 ans sur le divan pour essayer de rattraper les choses. » Il y a beaucoup de choses, c'est au moment du départ que la qualité de la relation va être extrêmement importante. Quand on part non fâché, dans de bonnes conditions, eh bien, effectivement, ça sera plus facile de vivre. Je donne toujours cet exemple, mais quand votre amoureux part et que vous êtes convaincu que vous l'aimez et qu'il vous aime aussi, vous le laisserez partir tranquille. Si vous n'avez pas cette impression-là, vous commencez à dire « ah, il va partir, mais est-ce qu'il ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre ?» Vous allez commencer à psychoter. Bon, c'est une métaphore, mais pour vous dire que l'enfant, l'adolescent doit partir apaisé et avec de bons liens, notamment au moment de la séparation. Et bien évidemment, ces liens familiaux sont altérés. Un des signes, c'est que l'adolescent ne vient plus au repas. Le moment du repas est un moment familial, convivial, et c'est un temps aussi d'échange qui, si on en a l'habitude, devient instinctif. J'ai des adolescents qui ont rompu ça, et quand ils se retrouvent, ils disent « mais qu'est-ce qu'on se dit ?» J'ai dit, mais est-ce que les gens qui ont l'habitude de dîner en famille se posent à chaque fois la question quel va être le sujet de conversation? Est-ce qu'ils vont faire un ordre du jour? Parce qu'ils ont perdu cette habitude-là. Et ça, c'est essentiel pour le développement de l'adolescent et du jeune adulte, d'avoir ce temps. Bien sûr qu'au fur et à mesure que l'adolescent va grandir, il va passer du temps avec ses amis, mais que ce temps avec les parents ce temps familial doit être conservé et doit être de qualité. Et pour ça, j'insiste quand je vois des familles que le dîner familial, c'est comme dans les saloons, on y entre sans les revolvers. Donc on laisse le portable et les parents. Il n'y a pas que les enfants. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ne marche pas. Il y a des parents qui dînent avec le portable. C'est compliqué. Je crois que moi, je milite pour qu'il y ait ces temps d'échange informels. Et puis, le temps de repas, c'est un bon moment. On partage quelque chose ensemble. Le dîner d'affaires, c'est quelque chose qu'on connaît depuis une éternité. Le fait de manger permet de se détendre et puis d'avoir ces moments-là. Et en cas de jeu problématique, ces temps-là disparaissent. Ceux qu'on hospitalise, donc les situations les plus sévères, souvent la famille en vient à apporter le repas devant l'écran. Devant l'écran, tellement c'est devenu problématique. Et le troisième, c'est les amis.
IRL, comme ils disent, dans la vraie vie, pas les amis virtuels. On sait que les amis Facebook, c'est pas des amis. Et que rien ne remplace les contacts physiques avec les autres. C'est un besoin. On peut toujours croire qu'on n'en a pas besoin, mais ce n'est pas vrai. L'épidémie Covid nous a renseigné là-dessus. L'isolement des familles a été extrêmement préjudiciable pour les adolescents qui ont été privés de contact physique et dont les études montrent qu'au niveau de la santé mentale, c'est eux qui ont le plus souffert du confinement. Donc voilà, je résume, les liens scolaires, les liens familiaux et les liens avec les amis en réel. Et alors, à l'occasion de faits divers récents, on a beaucoup entendu dire aussi qu'une des conséquences de trop de jeux vidéo, ça pouvait être la violence. Oui. Quel est votre regard, justement? Alors, ça a beaucoup été étudié depuis assez longtemps. Méfions-nous du fait divers, qui est une exception, mais qui ne constitue pas la généralité. Il a été démontré que le jeu violent ne poussait pas l'adolescent à faire du mass shooting. Il y a d'autres éléments autrement plus, je dirais, perturbateurs. Et évidemment, tous les adolescents jouent. Donc, celui qui fait du mass shooting joue aussi. Quand on regarde à la loupe son parcours, sa famille, on comprend quelles sont les raisons qui l'ont poussé. Donc, que le jeu violent entraîne la violence, non. D'ailleurs, les jeux qui rendent le plus accrocheurs ne sont pas très réalistes. C'est des jeux très cartoonesques, etc. Donc, non. En revanche, le jeu crée une surexcitation. Et pour maintenir le joueur en haleine, on passe son temps à le récompenser et à le frustrer. Et par frustration, il peut y avoir plutôt une agitation avec agressivité dans les 20 minutes qui suivent l'arrêt du jeu. Maintenant, quand l'adolescent est en train de devenir le champion du monde et que sa maman l'appelle pour dîner, ça peut entraîner de la violence intrafamiliale au moment où l'adulte va frustrer l'adolescent. Mais c'est plutôt par frustration que par mimétisme. Et ça a beaucoup été étudié, parce qu'évidemment, c'était une des premières questions que les chercheurs se sont posées. Et là, le jeu peut faire suffisamment de dégâts pour qu'on ne se grille pas en avançant des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Et alors, justement, sur les explications, sur le pourquoi on tombe finalement dans l'addiction, est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs, des déterminants de santé, des déterminants sociaux, économiques, des fragilités diverses? Oui. Est-ce qu'il y a des profils? Bien sûr qu'il y a des profils, et ça, j'insiste là-dessus. Dans une majorité des cas, le jeu peut même apporter quelque chose à l'adolescent en le mettant en contact. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un adolescent joue, rencontre des gens qu'il va ensuite rencontrer dans la vraie vie. Le jeu peut être un facteur de socialisation, ça peut être un moment agréable aussi, mais il y a des déterminants. Les déterminants familiaux, c'est l'existence d'une mauvaise ambiance suite à un conflit familial. Le conflit familial est déchirant pour l'adolescent parce que il peut être mis en position de conflit de loyauté entre les deux êtres qui chérit le mieux, le plus au monde, sa maman et son papa. Et que les exemples qu'on a en clinique des facteurs familiaux les plus perturbants, c'est quand il y a des conflits devant l'enfant, où les adultes, pris dans un mouvement émotionnel, cherchent à le faire prendre parti contre la personne adverse. C'est un choix impossible pour l'adolescent. Et il a montré que
conflit familial, c'est numéro 1 dans les facteurs de risque. Et évidemment, une des solutions, c'est de se réfugier dans le jeu pour ne pas voir ce qui se passe dans la famille. Alors évidemment, l'agressivité des parents, les traumatismes sont aussi pourvoyeurs. Mais le pire, c'est le conflit. Au niveau des facteurs individuels de l'adolescent, on a les facteurs de fragilité. Je vous ai déjà dit l'estime de soi. Et l'estime de soi qui peut être perturbée, notamment en cas de dépression de l'adolescent. La dépression entraîne une perte d'estime de soi. Mais on retrouve aussi ce qu'on appelle les refus scolaires anxieux, une entité symptomatique qui regroupe plusieurs pathologies, dont les phobies. La peur de rencontrer l'autre fait qu'on préfère le rencontrer à travers le jeu plutôt que dans la vie réelle. On a les troubles avec déficit de l'attention. Oui, ça, il a été démontré que des gens qui ont un trouble avec déficit de l'attention sont plus à même de s'accrocher au jeu, et eux pour des raisons de concentration. Quand vous allumez un écran, quand vous jouez, c'est l'écran qui fait la concentration à votre place, en attirant le regard. Quand vous lisez, c'est vous qui faites l'effort de se concentrer pour essayer de déchiffrer l'ouvrage. Donc il y a une plus grande fréquence d'addiction au jeu chez les troubles TDAH. C'est ce qu'on voit consultation et hospitalisation. Sauf que il n'y a pas d'études qui ont montré que ça l'aggravait, mais pas d'études qui ont montré que ça l'améliorait non plus. En tout cas, on essaie plutôt d'améliorer la concentration à travers soit une médication, soit d'une thérapie qui peut réaméliorer. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à améliorer sa lecture en jouant aux jeux vidéo. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, on a aussi les troubles du spectre autistique des jeunes, alors plutôt de haut niveau, mais qui trouvent à travers le jeu un moyen d'entrer en contact, d'avoir du plaisir, sans pour autant être en contact émotionnel avec les autres. Je précise là aussi que le jeu peut attirer les autistes, mais le jeu ne rend pas autiste. Ça, c'est pas vrai. L'autisme, c'est une maladie complexe qui a d'autres déterminants. Alors, même s'il y a un repli sur soi, de là à le qualifier d'autisme, non, c'est pas tout à fait exact. Mais on a, nous, quelques autistes qui jouent. Après, comment ils l'utilisent? Si c'est un moyen pour entrer en contact avec l'autre, mais ensuite aller vers autre chose, c'est plutôt pas mal. Si c'est un moyen de se renfermer sur soi en disant mais tout va bien puisque j'ai une socialisation à travers les écrans, j'ai un plaisir à travers les écrans, voir des témoignages que j'ai eus des enfants qui disaient mais non, je gagne de l'argent, mais ils disent pas combien évidemment, à travers le jeu, favorise l'enfermement. En donnant une illusion en fait. Bien sûr. Hein. Côté thérapie, maintenant, quelles sont les différentes solutions, les différentes approches thérapeutiques dans la lutte Alors, il y a plusieurs. La première, c'est les approches individuelles, type TCC. Alors, qu'est-ce que c'est que les TCC? C'est qu'on va essayer de soigner à la fois ce que j'appelle certains biais cognitifs, c'est-à-dire la croyance que des amis sur le net, c'est des vrais amis, la croyance qu'on peut améliorer son estime de soi à travers les jeux, mais aussi d'intervenir sur la comorbidité qui en général existe chez les joueurs problématiques. Je vous donne un exemple. Dans notre service, on voit des adolescents qui ont peur de l'école, qui, quand ils étaient à la maison, étaient constamment sur le jeu. Et comme ils étaient constamment sur le jeu, ils ne pouvaient même pas dire de quoi ils avaient peur à l'école, puisqu'ils n'y allaient plus. Et donc, quand ils arrivent dans le service, évidemment, on sèvre aux écrans. On va les confronter à l'école et on va découvrir ce qu'il y a derrière cette peur de l'école. Ça, c'est de l'angoisse de séparation, soit c'est de la phobie sociale, soit c'est de la peur de l'échec. Et une manière de traiter les phobies, c'est de les exposer
progressivement à ce qui pose problème. Chez nous, il commence à aller dans le parc pour aller vers l'école, puis s'arrêter sur le pas de l'école, etc. C'est ce qu'on appelle toutes les techniques à la fois cognitives, avec une restructuration cognitive, et puis les aspects plus comportementaux, notamment sur les pathologies sous-jacentes. Et puis il y a la thérapie familiale, qui pour nous est ce qu'on va essayer de faire, parce qu'il existe peu d'études sur thérapie familiale et jeu, alors qu'on pense que c'est quelque chose d'assez prometteur. C'est les parents qui ont acheté les écrans. Les écrans se font au domicile et on sait que des facteurs de risque, notamment sur les pratiques parentales, sont au cœur du mécanisme. C'est-à-dire les représentations des parents sur le jeu, sur leur enfant, la notion de gestion des conflits. Et puis la question aussi des pratiques parentales qui sont au cœur du problème, et qu'on aimerait bien en savoir un peu plus sur comment doit-on adapter les pratiques parentales à ce nouveau mode de communication qui, en l'espace de quelques années, a envahi l'espace de l'adolescent, et que pour nous, l'analyse de ce qui pose problème va nous aider. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas la question de bons ou mauvais parents, c'est une fausse question. Tant que ça passe, c'est une bonne pratique. La meilleure pratique, c'est celle qui marche, et je pense qu'il faut plutôt éviter les pratiques délétères plutôt que de fixer un standard de bonne pratique. Il y a des milliers de façons d'éduquer ses enfants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celles qui conduisent aux addictions. Et c'est un peu notre façon d'aborder la question des pratiques parentales. Alors, dans les pratiques parentales qui sont au cœur, il y a les conseils qu'on peut donner aux parents, les temps d'écran, les réductions, comment se comporter, mais aussi quelque chose qui est beaucoup moins étudié, c'est comment maintenir un lien de qualité avec son adolescent. La qualité du lien entre les parents et leur adolescent est un bien extrêmement précieux qui peuvent être altérés lors d'un écran. Comment restaurer ça ? Alors évidemment, je vous ai dit, ce qui fait le lit des conduites actives, c'est les conflits, les mauvaises ambiances familiales, et du coup ce lien qui a été altéré. N'oublions pas, et c'est ce que je dis aux parents quand ils me posent la question, quelle attitude parentale adopter ? Je leur dis, la communication, c'est comme un tuyau. Il y a le fluide, et puis il y a le tuyau. Quand le tuyau est coudé, moi je peux vous donner tout le fluide, ça passe pas. Et que souvent, quand on donne des conseils aux parents, ça doit être individualisé, adapté, pour dire comment vous allez restaurer ce lien de qualité pour ensuite pouvoir mettre en œuvre ces pratiques parentales adaptées. Donc nous, on a un modèle de thérapie familiale qui est on travaille en sous-système, c'est-à-dire qu'on voit les parents, on voit les adolescents et on voit la famille dans son ensemble. Et on a 3 parties dans la thérapie. La première, c'est restaurer les liens. Ça veut dire créer le lien avec les parents, créer le lien avec l'adolescent, créer le lien avec la famille, pour ensuite restaurer le lien à l'intérieur de la famille. Le deuxième point, c'est les changements de comportement de l'adolescent, des parents, pour arriver à ce que le jeu soit remplacé, ne soit plus au cœur de l'activité et des conflits, mais qu'on y introduise la scolarité, le sport, etc. Deuxième partie de la thérapie. Et la troisième, c'est comment sceller ces changements qu'on a obtenus pour la durée. Donc vraiment cette thérapie en 3 parties où on se dit compte tenu de ce qu'on sait sur le jeu, plutôt que d'attaquer directement le problème, c'est on restaure les liens. Une fois que ces liens restaurés, on va obtenir ces changements de comportement.
Alors, on avait déjà montré que ce type de thérapie était efficace pour les consommateurs de cannabis. Et on aimerait bien le démontrer aussi pour les joueurs, ce qui permettrait ensuite, de diffuser ces modalités thérapeutiques, mais aussi pouvoir donner des conseils plus précis et qu'on en sache un petit peu plus sur les mécanismes qui sont en jeu, qui altèrent ou restaurent. C'est tous les enjeux de cette recherche qu'on souhaite mener. Et est-ce que le fait... parce que finalement, les écrans, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, dans notre société, ils sont partout. Donc, contrairement à, j'allais dire, d'autres addictions où il y a un sevrage et c'est zéro consommation. La zéro consommation, ce n'est pas tellement possible, finalement. Donc, voilà. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche thérapeutique ? L'objectif ne sera pas le sevrage, mais plutôt que ça n'empiète pas sur les autres activités. Je disais que le jeu doit rester un jeu. C'est de faire en sorte que le jeu retrouve sa fonction sa juste place. Sa juste place au sein... l'écran doit avoir sa juste place pour l'adolescent, au sein de sa famille, pour les parents. Et c'est d'autant plus important que, comme vous le dites, sa place est irremplaçable. On est au XXIe siècle. La question, c'est de trouver laquelle. C'est le jeu. Donc, évidemment, entièrement d'accord pour dire que l'objectif n'est pas le sevrage, mais qu'il retrouve sa juste place. Et je crois que je me permettrais de faire une aparté. C'est que les créateurs de contenu s'en sortent plutôt bien. C'est-à-dire que dans les écrans, il y a ceux qui les utilisent et à juste titre et qui en feront leur carrière, leur richesse. J'ai rien contre ça, mais il faut éviter que les plus fragiles soient les dindons de la farce, quoi. On s'intéresse aux plus fragiles et il faut que les écrans soient épanouissants pour tous et pas enrichissants pour certains et avilissants pour d'autres. Et alors, en préparant cette émission, vous nous avez parlé d'un autre programme de la Midelka, le programme Ginza. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur les objectifs, la méthode ? Alors, le programme Ginza, c'est que on a le programme thérapeutique avec cette recherche qui vise à valider une méthode de thérapie familiale. Mais compte tenu de l'importance des joueurs, 80% des gens jouent, des réseaux sociaux, l'idée est de trouver aussi un outil de prévention. C'est-à-dire de donner des clés aux adolescents sur, je dirais, à la fois les bénéfices, mais aussi l'impact que peut avoir. Alors, l'idée n'est pas de diaboliser les écrans, dire attention, c'est dangereux, ça, on sait que ça ne marche pas, mais de vérifier ce qu'on sait scientifiquement, c'est l'association d'un jeu et d'une estime de soi basse. Et encore une fois, ça ne me pose pas de problème qu'ils utilisent pour jouer. Maintenant, il est très facile de l'utiliser pour améliorer son estime de soi. Et c'est là où ça devient problématique. Donc, fort de notre expérience, on a demandé une subvention à la Midelka pour écrire un manga qui s'intéressera à jeux vidéo et estime de soi, parce qu'on estime que c'est un facteur important. Et les adolescents réagissent bien à ça, quand ils voient qu'on ne diabolise pas leur outil, mais qu'on permet qu'ils aient une sorte d'esprit critique sur les jeux. Un jeu free-to-play, c'est-à-dire gratuit, il ne l'est pas. Et c'est des choses comme ça qu'on peut discuter en groupe, encore une fois, sachant que le nombre d'adolescents qui jouent, on a quasiment toute la classe là-dessus. Alors c'est vrai qu'on avait besoin de subventions parce que on en a déjà un qui est sur le site de Santé publique France, parce qu'on a fait la recherche et on aimerait bien ça. Les préventions one-shot, ça ne marche pas. Alors, pourquoi c'est important de faire de la recherche ? Parce qu'on doit aller auprès des établissements pour leur dire, mais nous, c'est 3 sessions de 2 heures pour justement modifier des compétences psychosociales et que si on le fait en une fois...
Ça sert pas à rien, ça prend du temps, et puis ça convainc l'adolescent que ça sert à rien. Donc, mais voilà, il faut essayer de convaincre ensuite les chefs d'établissement de dire si vous voulez le faire, hein, plutôt que de faire des sessions tous les ans, d'en faire 1 sur 3 sessions, qu'on ait le temps de créer l'alliance. Hein, on parle de compétences psychosociales, mais s'ils n'échangent pas, s'ils ne mettent pas en scène, s'ils ne jouent pas, il n'y a aucune acquisition possible. On ne va pas leur faire un cours sur les jeux vidéo, d'autant plus qu'ils en savent certainement mieux que nous. Mais voilà. Et du coup, comment ça se passe ces 3 ateliers alors ces 3 ateliers, donc c'est sur le même format. L'idée, c'est qu'on initie la discussion. Donc, on a écrit un manga, enfin, je suis en train de l'écrire pour le jeu vidéo. On passe l'animé, c'est quelque chose, et ensuite on discute sur l'animé. L'animé sert de médiateur pour pouvoir initier une discussion. Hein, c'est difficile d'arriver comme ça. Donc on passe le manga, comme ça permet de discuter du manga et pas qu'il soit trop exposé. C'est sur le même format. On passe le manga et ensuite on anime une discussion. Hein, il y a 3 moyens de faire de la prévention. Il y a la parole. Je vous fais un cours et puis vous écoutez. Ça marche pas très bien. Les échanges, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils échangent. Si vous avez un public muet, ça va être compliqué. Et le troisième, c'est les faire jouer. Hein, c'est des choses, etc. C'est ça qui est le plus efficace. Donc, pour arriver au Graal, il faut qu'on prenne du temps. Hein. Donc, plus on avance dans les sessions, plus on va les faire jouer. Donc, première session, c'est sur les écrans, les jeux vidéo, quiz, etc. Deuxième, sur la notion d'estime de soi. 2, sur des jeux de rôle pour comment améliorer l'estime de soi, comment se voir de façon différente. Il y a des exercices sur ce qu'on ressent soi, ce qu'on ressent les autres, l'intérêt de recevoir un compliment, l'intérêt d'en donner, et les conséquences comme ça. Et ça doit être du ressenti. Hein, parce que je peux toujours vous expliquer en long, en large, l'intérêt de recevoir un compliment sincère. Quand vous le recevez, ah oui, ça y est, je comprends. Donc, c'est tout l'intérêt de les mettre un petit peu en scène. Hein. Donc, c'est 3 sessions de 2 heures. Et pourquoi 3 sessions ? Parce que nous aussi, on a besoin de créer l'alliance avec eux. C'est rare qu'on puisse les faire jouer au premier entretien. Ils ne nous connaissent pas. Mais s'ils voient qu'on est sympa, qu'on n'est pas jugeant, qu'on est plutôt aidant, on va arriver à ce qu'ils puissent se mettre en scène, jouer. Quand on a fait celui sur la cannabis, on a montré qu'évidemment, il y avait un impact. Et c'est fort de cette expérience qu'on va le transposer sur Ginza. Et d'ailleurs, c'est pas le sevrage, le Ginza, c'est une abréviation, gère ton indépendance numérique en zone à risque. Voilà. D'accord. Et alors justement, là, vous avez évoqué l'estime de soi comme compétence psychosociale clé. Est-ce qu'il y a d'autres compétences psychosociales qu'il est important de développer pour prévenir les addictions ? Oui, l'esprit critique, par exemple. La communication avec les autres, l'empathie. Qui va être très important. Quand je vois les communautés de joueurs, ils pourraient être plus empathiques. Hein. D'ailleurs, si je peux faire une aparté, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore trop de joueuses. C'est que les jeunes sont très très agressifs vis-à-vis des filles quand elles se mettent à jouer et à vouloir être plus fort qu'eux. Alors là, ça blesse leur côté mal alpha. Donc c'est vrai qu'essayer d'être plus empathique fait partie des choses. Donc il y a l'ensemble des compétences psychosociales. Alors l'estime de soi, c'est en premier, mais évidemment les autres vont être importantes et vont être cruciales. Hein. Ne serait-ce que pour les fake news. Il n'y a pas que les jeux. Avoir un esprit critique va être extrêmement important parce qu'il y a une sursollicitation d'images quand on fait du brain rot, et du scroll. La capacité critique va être importante pour l'ado et pour la société, hein, puisque avoir des adolescents qui moins on a d'esprit critique, plus on va être sensible aux fake news. Et alors là, on a beaucoup évoqué à la fois les mesures individuelles, ou en tout cas les thérapies individuelles, les thérapies familiales, mais dans le petit cercle. Quels sont les autres dispositifs qu'on peut mettre en œuvre, mais cette fois-ci à grande échelle, pour prévenir les addictions aux écrans au sens large,
Est-ce qu'il faut réguler davantage? Est-ce que l'école a un rôle à jouer? Oui, alors, évidemment, je crois qu'il y a des âges où l'écran ne sont pas nécessaires. En dessous de 6 ans, l'écran ne doit pas être nécessaire. L'écran ne doit pas être un babysitter non plus. Et il y a des choses à faire sur les pratiques parentales, sur une régulation, bien entendu. On a ce qu'on appelle les loot boxes, où vous achetez des box et puis la récompense est aléatoire. Ça s'assimile aux jeux de hasard et d'argent. Le fait aussi que quand vous achetez des skins, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pay to skin, vous achetez des tenues virtuelles pour votre personnage, l'achat est illimité. Moi, j'ai des ados qui ont dépensé 2000, 3000 euros sur un jeu. Est-ce qu'on laisse un adolescent dépenser tant d'argent ? Et il faut savoir que la gratuité ne l'est pas. Il y a un certain nombre d'informations qui sont recueillies à l'insu de l'adolescent. Il y a des techniques commerciales et surtout le jeu en ligne, parce que c'est celui-là qui pose problématique, laisse, je dirais, les industriels directement en contact avec les ados. Alors, sans diaboliser, je pense qu'il y a une régulation à réfléchir sur les mécanismes de jeu, sur le free-to-play, le jeu gratuit. Est-ce que c'est pas de la publicité mensongère ? Quand on s'adresse en plus à des petits, c'est pas gratuit. Donc il y a, je pense, une clarification, ne serait-ce qu'au nom de l'information du consommateur, qui n'est pas respectée pour le jeu. L'appellation, jeu gratuit, non, c'est pas gratuit. Ne serait-ce que ça. Et puis les mécanismes du jeu, ça ne doit pas virer vers le jeu de hasard et d'argent, qui est normalement interdit aux mineurs. Et la question de comment l'industriel va se financer à travers le jeu mérite une régulation. Parce que quand on achète le jeu, avant c'était en jaquette, le parent savait ce qu'il achetait et ça s'arrêtait là. Et c'est le parent, maintenant c'est dématérialisé, le jeune peut acheter directement. Oui. Alors, j'ai pas d'exemple précis, mais la régulation est à réfléchir. De toute façon, toute activité, quelle qu'elle soit, doit être régulée. Il n'y a aucune activité qui n'échappe à cette règle-là. Il faut la réfléchir et mettre en place des choses, effectivement, qui visent à protéger le consommateur. Et alors, si du côté des parents, on parlait de parentalité numérique, quelque part, du rôle des parents qui est essentiel, quels sont les lieux ressources ou les sites ressources si on veut chercher de l'information? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'association e-enfance qui propose un site qui est pas mal. J'en connais pas beaucoup d'autres. Ça reste à développer. Mais c'est vrai qu'il existe encore peu de choses. Peu de ressources. Peu de ressources par rapport à ça. Alors, professeur Fan, dans cette émission, on instaure un rituel. On demande à l'invité précédent de poser une question à l'invité. Donc, le mois dernier, on a reçu Cynthia Fleury, philosophe, et elle a une question pour vous. On l'écoute. Alors ma question, c'est en quoi dire la vulnérabilité est une première étape de l'acte thérapeutique? Oui, alors les émotions sont essentielles. On sait que notamment les personnes addictes ont des difficultés dans la régulation émotionnelle, puisqu'ils apprennent à la réguler par les produits ou les comportements. Et la première chose à faire en termes de régulation émotionnelle, c'est de savoir la reconnaître et mettre des mots sur des ressentis. C'est vraiment crucial. J'ai même presque une petite anecdote là-dessus. Je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse avec des adolescents en difficulté. Et bien, quand quelqu'un leur fait une queue de poisson, etc., le fait même de ne pas pouvoir nommer leur colère vont faire en sorte qu'ils vont aller taper l'autre.
finalement, et que quand on est automobiliste, le fait de jurer comme un charretier, on nomme quelque part ces émotions, même si parfois pas très agréable pour le voisin, permettent à l'individu de ne pas descendre pour aller régler son compte. Mais en thérapie, c'est un petit peu la même chose, où le début de gestion des émotions commence par les reconnaître et les nommer. Ça, c'est important. Je dirais que l'émotion, c'est du sous-cortical. Et quand on commence à utiliser son cortex pour reconnaître, aimer, c'est un début de régulation corticale, d'une poussée émotionnelle très profonde et qu'il faut apprendre à gérer. Merci professeur. Et maintenant, c'est à votre tour. Est-ce que vous voulez bien poser une question à Enguerrand du Rosquat? Alors, j'ai une question intéressée, c'est que est-ce qu'on a un focus sur qu'est-ce qu'il y a par type d'addiction, des compétences assez spécifiques à développer pour les prévenir? Voilà, je te remercie de ta réponse. Merci professeur Fan. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Nous aurons le plaisir de recevoir Enguerrand du Rosquat de Santé publique France.